la plupart des gens sont un petit peu inquiets quand nous parlons de force intérimaire d'une part et force hybride entre l'armée d'Haïti et la police nationale et, ou renforcement des structures de l'armée d'Haïti. Les gens y voient en général des débours financiers et dont Haïti ne peut pas se vanter d'en avoir les moyens aujourd'hui, théoriquement. Je voudrais vous rappeler que, enfin, entre autres, rien qu'une petite visite en République voisine nous permettrait de conclure que même dans les cercles les plus mafieux, les représentants de ces regroupements mafieux-là ont l'échine moins courbe que celle que les nôtres ici. Ça veut dire que nous avons des interlocuteurs ou des vis-à-vis face à l'international qui savent quoi demander. Et qu'en Haïti, nous avons cette pénurie de gens qui sont des décideurs en principe en poste et qui ne savent pas comment ou quoi demander ou qui consulter ici ou qui délibérément ne veulent pas le faire. Je vous rappellerai que le danger auquel nous faisons face, ou moins la crise comme les gens se prêtent à le dire, n'a pas commencé hier, puisque dans les années 90, au début, il y a eu suffisamment de reportages et d'enquêtes menées qui faisaient état de l'existence de 50 000 enfants des rues à l'époque. Et personne, l'indifférence a été complète face à cette problématique des enfants des rues. Les techniciens ou les spécialistes qui s'en étaient occupés et qui ont démarché le problème n'ont jamais été écoutés, ni n'ont jamais eu la possibilité. Et je veux citer, par exemple, pour ne citer qu'une seule personne, le professeur Chéry, et qui connaît bien cette problématique-là. Et nous avons laissé grandir ces enfants dans les rues avec le désespoir que nous connaissons. Il est évident que le pays est en mode d'insécurité. Ça, je ne vais pas faire. Et ça a suffisamment été démontré par les intervenants précédents et nous sommes tous conscients que la situation à laquelle nous nous trouvons est délicate et très dangereuse. Mais je tiens à vous rappeler aussi que nous sommes en danger écologique, en situation très précaire écologique. Nous avons énormément de risques sur nos installations stratégiques aussi. Et autant de risques sur notre patrimoine aujourd'hui, puisque sur les réseaux sociaux, il circule des informations vraies ou fausses, disant que même la citadelle La Ferrière est en danger. Et nos rencontres avec les responsables de l'ISPAN nous ont permis de constater qu'effectivement, la prise en charge ou le contrôle ou la protection de l'espace et citadelle La Ferrière, entre autres, parmi les 50 autres sites et patrimoines que nous possédons, n'est pas garantie aujourd'hui. Donc, nous risquons de perdre ce patrimoine bâti qui représente une vraie fortune pour le pays, ne serait-ce qu'au point de vue touristique. Et il est important de savoir que le rôle des forces armées d'Haïti se situe là, précisément. Si nous prenons par exemple la République de Cuba, qui dans tout son patrimoine et bâti, son patrimoine militaire bâti, il a réintroduit des militaires pour non seulement assurer la protection de ce patrimoine-là, mais enfin, ils ont un rite, ils reprennent je dirais les rites touristiques, les rites de l'époque. Ça veut dire que la Fortaleza à La Havane, qui est l'un des sites touristiques les plus visités, ils ont une cérémonie faite par des militaires, mais habillés en tenue d'époque, pour le tir au canon à 6 heures du soir, et qui est vu par non seulement les Cubains, mais par tous les touristes. C'est payant. Donc, il y a une manière de rentabiliser ce genre de choses. Et si à la citadelle La Ferrière, nous avions des troupes, puisque j'y ai personnellement séjourné durant près de 30 jours avec une équipe de 120 personnes, et nous étions à l'aise. Donc, il n'y a aucun problème pour un espace qui contenait 250 ou 500 hommes de troupes à l'époque.
ne puisse contenir un bataillon militaire aujourd'hui, et qui servirait de protection de toute la zone, non seulement du site lui-même, mais de toute la zone. Ça veut dire que l'air protégé qui entoure la citadelle serait normalement et protégé par ces militaires, justement. Quand nous parlons de rentabilité, et pour éviter que des esprits erronés décident que la police et l'armée sont budgétivores, il faudrait qu'on regarde ce que font les pays d'à côté ou même les pays développés qui ont l'air de ne pas concevoir l'existence d'une armée en Haïti. Il faudrait qu'on questionne aussi les intérêts géopolitiques du monde. Et puisque l'armée, quelles que soient ses déviances d'avant, doit être prise en charge par la population, enfin par la société elle-même, et toutes nos erreurs passées devraient nous servir comme butin de guerre aujourd'hui, puisque c'est à partir des erreurs passées qu'on devrait pouvoir formuler des lois et des règlements pour les éviter et pour pouvoir utiliser les bons côtés maintenant pour construire quelque chose. Je voudrais signaler, et à votre attention, qu'un service de surveillance privé pour ces sites, puisque c'est en général, c'est à ça qu'on se réfère, coûte à peu près $1,68 de l'heure, alors que le militaire, avec tout ce qu'il peut charrier, coûterait à peine $1 de l'heure. Donc 68 centimes en moins, et par heure, c'est pas peu de choses. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'institution militaire pour un travail à haute intensité de main-d'œuvre? Puisque quand on parle d'économie, il faut qu'on se mette d'accord sur le fait que tous les intervenants avant se sont accordés sur le fait que la situation économique est l'un des vecteurs les plus importants dans cette affaire. Donc, si nous voulons pallier et que nous voulons vraiment faire de l'apaisement social, quelle institution, à la place de l'armée, peut très rapidement contenir cette jeunesse qui est abandonnée? Même les institutions religieuses, l'armée du salut, requièrent cette discipline militaire pour pouvoir vulgariser ces enseignements. Donc, l'armée, enfin, pour ne pas effrayer les gens qui sont contre l'institution de l'armée parce qu'ils ont gardé en mémoire les déviances de certaines personnes dans l'institution. Ils doivent faire la différence entre certains dirigeants qui utilisent des institutions pour faire des déviances à leur fin personnelle et l'institution en elle-même. Il faudrait qu'on redonne à l'armée, comme à la police d'ailleurs, puisque avant l'armée était police aussi. Donc, si la séparation est correcte, donc il faudrait qu'on donne à ces institutions et ce qui leur revient de droit. L'armée c'est le pays, la nation est née de l'armée. Nous sommes, par définition, dans notre ADN, il y a l'armée. Si jamais nous voulons rentabiliser cette armée, nous voulons qu'elle soit productive, il faut qu'on pense à la moderniser. Je suis d'accord avec ceux qui pensaient qu'après l'intervention du général, qui n'a pas été concluant au point de vue espoir, qu'il faut, enfin, vous serez d'accord avec moi, qu'il va falloir moderniser cette armée et doter cette armée de personnes, de dirigeants et avec des esprits d'initiative pour pouvoir conférer à nos soldats ou à l'institution des fonctions un petit peu plus rentables. Et pour la question de déforestation, par exemple, ça, si nous prenons que cet aspect, puisque nous sommes déjà en danger écologique, je tiens à vous rappeler une chose, à vous souligner une chose à votre attention, c'est que dans les années 80, il y a une étude qui a été faite par la USAID, qui a été conduite par la USAID, qui avait déterminé, avait prouvé que la mise en place de forêts écologiques, compte tenu que nous sommes un pays montagneux,
Et la mise en place de forêts énergétiques serait beaucoup plus rentable que l'importation de combustibles pour la cuisson, par exemple. Ça veut dire qu'ils avaient, à ce moment, favorisé l'importation de Nîmes et pour pouvoir commencer à préparer ces forêts écologiques. À cette même époque, l'armée avait commencé à recruter des agronomes et des techniciens agricoles dans son sein, pensant qu'elle pouvait jouer un rôle dans la régularisation et le contrôle de ces forêts énergétiques. Et dans la formation des gens qui devaient non seulement mettre sur pied ces forêts, mais les utiliser, enfin, en bénéficier. Et les forêts écologiques rapportaient déjà, avant cette mise en place, elles rapportaient déjà à l'économie haïtienne à peu près 8 millions de dollars l'an. Et la Shell est venue à cette époque avec le projet fallacieux de mettre sur pied les bictichéries et promouvoir l'utilisation du propane. Et l'État haïtien à cette époque a subventionné à hauteur de 18 millions de dollars la fabrication du propane et importé du gaz. Et nous sommes dépendants de ressources que nous n'avons pas à hauteur aujourd'hui d'à peu près 28 ou 30 millions de dollars là. Je vous ferai remarquer aussi que la solution générale que propose l'international pour un apaisement social dans les circonstances et les situations dans lesquelles nous sommes, et c'est toujours, et la plupart du temps, la sous-traitance. Or, la sous-traitance ne nous a pas amené grand-chose jusqu'à présent. Il est vrai que nos sous-traitants eux-mêmes n'ont pas su utiliser la manne de l'époque, puisqu'ils n'ont pas construit d'écoles de formation pour qu'on sorte de la sous-traitance à des industries un petit peu plus évoluées et de notre niveau. Mais il faut qu'on admette que cette sous-traitance propose une main-d'œuvre non qualifiée qui serait entraînée à faire une seule opération, qui ne bénéficie d'aucune assistance en urbanisation pouvant lui permettre d'habiter, de loger près des industries. Il n'y a aucune prise en charge du secteur du transport pour lui faciliter le transport et son alimentation aussi. Il y a simplement un changement de statut d'un ouvrier agricole à un ouvrier textile. Et depuis les années 70, où nous avons commencé avec la sous-traitance, jusqu'à cette date, nous n'avons aucune retombée positive sur la population avec cette sous-traitance. L'armée, en contrepartie, offre la possibilité, et l'armée et la police, je veux dire, ils offrent une possibilité de travail rapide pour cette jeunesse en quête d'activité. Ils offrent des possibilités de formation et d'avancement social. Et ce que la sous-traitance n'a pas offert jusqu'à présent. Et ensuite, les revenus salariales de la sous-traitance sont de 685 gourdes par jour. Si nous enlevons le prix de la nourriture de l'employé qui est à peu près de 250 gourdes par jour, le prix du transport qui doit être l'équivalent de 250 gourdes par jour, il ne reste que très peu d'argent en main pour ramener chez lui. Donc, nous enlevons du stade où il n'avait pas de travail, où il cultivait de la patate, et nous l'amenons dans une structure et nous lui proposons un avenir meilleur en l'obligeant à changer de vêtements tous les jours, à s'acheter des souliers dont il n'avait pas besoin, donc à dépenser dans un système, et il revient chez lui avec l'incapacité de scolariser ses enfants du point de vue financier. Et les structures telles que l'armée et la police auraient dû pouvoir offrir mieux. Et normalement, à part d'assurer la protection de nos sites stratégiques, les antennes de communication, les entrepôts de pétrole, par exemple, les puits et les forages de la Camet qui sont en danger parce que les populations habitent et construisaient des toilettes tout autour. Donc, nos eaux sont polluées. Et toutes ces choses-là sont mises à mal par une mauvaise stratégie gouvernementale qui a donné le pas aux
au service de sécurité privée et pour surveiller et protéger ces sites-là. Alors que c'est un rôle dévolu à l'armée, le rôle de protection de ces sites. Et encore une fois, enfin, les gens ont tendance à penser et à percevoir, quand on parle d'armée, ils ont tendance à percevoir l'armée avec des armes en main. Il faut parler du fusil, il faut parler de mitrailleuse, il faut parler de... L'armée, c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. L'armée, c'est la protection des forêts. L'armée, c'est l'aide à l'instruction. L'armée, ce sont des hôpitaux et pour la population. C'est un service médical d'urgence. L'armée, ce sont des interventions après les désastres. L'armée, c'est une formation citoyenne pour des jeunes et c'est une formation accélérée parce qu'en moins de 6 mois, l'individu que nous sortons de son lieu précaire, en 6 mois, nous en formons et nous le formons en tant que citoyen. Il devient conscient de son rôle comme citoyen, de ses obligations et il est informé, sinon conditionné à travailler au sein de la société. Si nous regardons tous ces aspects-là, tous ces aspects de rentabilité de l'armée, et que nous prenons en charge l'institution, que nous mettons des balises pour empêcher que les déviances se fassent comme avant, il est évident que et l'armée et la police sont des institutions rentables. Je voudrais souligner à votre attention aussi, avant de finir, que le mode de réflexion sur la prise en charge de ces institutions, ou le refus carrément de réfléchir sur leur prise en charge, c'est ce qui, jusqu'à présent, fait qu'elles ne sont pas complètement productives. J'ai écouté un chef de police, enfin un commandant de police, me dire que il y a des policiers qui travaillent à Pétionville, qui veulent le transférer à Cité-Soleil. Il a conclu que c'est parce qu'il y avait plus de possibilités de magouille à Cité-Soleil. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Même si le policier, à première vue, pense la même chose, mais le policier qui est à Cité-Soleil paie son loyer à 60 000 goudes l'an. Il paie sa nourriture à 250 goudes par jour. Il n'est pas obligé de changer de vêtements tous les jours. Jusqu'à Pétionville, c'est 120 000 goudes son loyer. Il paie sa nourriture à 500 goudes. Il est obligé d'envoyer son uniforme au dry pour pouvoir rester à Pétionville. Donc, sans s'en rendre compte inconsciemment, il a des dépenses beaucoup plus élevées pour le même salaire à Pétionville qu'en ville. Et les loyers devraient être, il y aurait dû avoir des villages d'officiers, des constructions pour les policiers. On ne peut pas concevoir de mettre sur pied une force de police sans que les gens à côté ne puissent travailler sur un mode de vie pour que le policier accepte et ait envie de travailler dans une commune. Et c'est le rôle de la commune et des habitants de la commune. Je suis d'accord avec le DG Marian Descholles sur sa présentation. J'appuie complètement les propositions, mais je voudrais ajouter qu'il faut en parallèle un groupe qui réfléchisse sur l'amélioration du cadre de vie de ces policiers-là et de ces militaires pour que nous ayons des fonctionnaires qui prennent conscience de leur rôle de serviteur à la nation.